Politique. Dans le cadre de la campagne pour les élections municipales dans les Yvelines, Marine Le Pen est venue à Versailles soutenir ses militants. Voici donc l'exposé de Marine Le Pen ainsi que les réponses aux questions des journalistes. Parmi les points abordés, les émeutes récentes à Paris, la réforme des retraites, les petites entreprises et les marchés publics, la récession qui arrive en France et les soucis dans le secteur automobile. Bien, mesdames et messieurs de la presse, bienvenue. Je vois que vous êtes nombreux. C'est un hommage à cette fédération des Yvelines qui se porte si bien. Je vous remercie de votre présence, bien sûr, à cette conférence de presse consacrée à l'actualité, et elle est riche. J'évoquerai deux thèmes importants aujourd'hui, à la veille de la conférence de presse du président de la République, thèmes qu'il ne manquera pas d'aborder, je pense, mais au sujet desquels je doute que les Français aient demain des réponses satisfaisantes. Le premier sujet concerne les émeutes parisiennes qui ont marqué la célébration du titre du PSG. Le second est en relation avec la nouvelle réforme des retraites dont le chantier vient d'être ouvert par le Premier ministre. Alors, devant l'extrême gravité des événements qui ont marqué la soirée du lundi 13 mai, j'ai été amenée à réagir rapidement. Attentive à tout ce qui se dit sur ces émeutes depuis lors, je suis extrêmement étonnée de l'incapacité totale de la classe politique française et des spécialistes de tout poil à appeler un chat un chat. Le pouvoir socialiste est dans la minimisation la plus grossière des événements, évoquant des bousculades, des échauffourées, relativisant l'écrasante responsabilité du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, et du préfet de police, Boucaud, qui ont été en dessous de tout, parfaitement incapables d'anticiper ces graves incidents, alors que l'ambiance déjà tendue la veille aurait dû évidemment les alerter. L'UMP tente maladroitement de récupérer cette triste affaire, croyant probablement que les Français ont oublié la nullité de son bilan entre 2002 et 2012 en matière d'insécurité. Croyant que nos compatriotes n'ont plus en mémoire les émeutes urbaines de 2005 qui avaient enflammé la France au moment même où un certain Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, donc responsable de ces désordres. Je vous rappelle qu'en 2005, il y avait eu un nombre considérable de membres des forces de l'ordre qui avaient été blessés et le nombre d'arrestations avait été, comme d'ailleurs lundi soir, absolument dérisoire par rapport au nombre d'émeutiers et à la gravité des incidents qui s'étaient déroulés. Croyant que les Français ont oublié les multiples émeutes qui ont émaillé ce quinquennat UMP, Villiers-le-Bel, Grenoble, Lyon en octobre 2010, entre autres. Croyant que les Français n'ont pas compris que le Karcher est resté au grenier sans n'avoir jamais servi. Croyant enfin que les Français n'ont pas compris que le laxisme d'État est une doctrine aussi bien partagée par le PS que par l'UMP, en témoigne le saccage massif de la police, des CRS, des gendarmes et des gendarmes mobiles sous la présidence de Nicolas Sarkozy au rythme de 3000 effectifs en moins chaque année entre 2007 et 2012. À tel point que je le dis avec gravité mais lucidité. Si la France doit de nouveau faire face à des émeutes du type de celles de 2005, vu l'effondrement depuis des capacités humaines et matérielles de notre police nationale et de notre gendarmerie, l'État ne sera plus en mesure de rétablir l'ordre et la sécurité. Le PS comme l'UMP depuis lundi ont utilisé toutes les métaphores pour dissimuler la réalité des émeutes. Comme en 2005, les citoyens français, les commerçants, les riverains, les touristes, les forces de l'ordre ont dû faire face à un déferlement inouï de racailles ensauvagées, de populations très largement non assimilées ou désassimilées. Il y avait lundi soir dans les rues de la capitale un flot de haine de la France, une fois de plus, un flot de violence à l'encontre de tout ce qui est français, de notre drapeau, de nos symboles nationaux. Lundi soir, la France a pris comme un boomerang, en pleine figure, les conséquences de plus en plus dramatiques d'une immigration de masse qui est la cause directe de ces émeutes. Immigration massive associée à un laxisme d'État, le cocktail explosif qui me fait dire que nous sommes assis sur un véritable volcan. Pourquoi l'UMP et le PS sont incapables de dire ces vérités que nos compatriotes voient de leurs propres yeux? Quel endocrinement idéologique peut donc les pousser à nier à ce point la cruelle vérité?
Et c'est bien parce que nous ne fuyons pas, nous, cette vérité, que nous avons la capacité de proposer des solutions pour rétablir ordre, calme, tranquillité et sécurité. En premier lieu, redonner à la France des frontières, sa souveraineté en matière de politique d'immigration et décider l'arrêt de l'immigration, qu'elle soit légale ou illégale. En second lieu, la reconduite dans leur pays des étrangers qui se rendent coupables d'actes criminels, ainsi que les délinquants récidivistes étrangers. Encore merci à Nicolas Sarkozy, qui, en supprimant la soi-disant double peine, nous oblige à conserver sur le territoire des gens qui ont gravement violé la loi française. En troisième lieu, obliger les binationaux à choisir leur nationalité. Ceux qui choisiront la nationalité française devront se soumettre à l'assimilation républicaine la plus stricte. C'est le seul moyen pour la France de reconquérir chaque mètre carré du territoire national. Cela suppose bien sûr la suppression des procédures de discrimination positive, contraires à l'égalité, la lutte contre toute forme de communautarisme, contraire à l'unité nationale, et le renforcement sensible à l'école primaire de l'apprentissage du français et des grandes valeurs de notre pays. Enfin, une politique de tolérance zéro sera mise en place, en rupture avec le laxisme d'État de l'UMP et du PS. Elle passera notamment par la suppression des remises de peine automatiques, l'application des peines, le durcissement de la responsabilité pénale des mineurs de plus de 13 ans et la suppression des aides sociales pour les récidivistes condamnés à plus d'1 an de prison. Je ne me résous pas à ce que désormais chaque événement festif, urbain, se finisse dans la violence. Je dis urbain, mais il est vrai que dans la ruralité, à une moindre échelle bien sûr, des communes de plus en plus nombreuses vivent elles aussi ce type de razzia, et que donc ces événements festifs qui vont se multiplier à l'arrivée de l'été se terminent systématiquement dans la violence, les émeutes et la casse. Il faut donner un signal très fort. Les racailles se mettent aux études, au travail ou s'en vont. J'aborde maintenant la question des retraites. L'UMP en a rêvé et le PS le fait. Au moment où le gouvernement et les syndicats feignent d'ouvrir des négociations, alors que chacun sait pertinemment que tout est déjà décidé, puisque tout est imposé par la Troïka et notamment l'Union européenne. Je ferai à la rentrée en septembre une conférence spécifiquement dédiée à nos propositions en matière de retraite, même si vous connaissez déjà les grands principes et les grandes lignes de nos propositions. Elles reposent sur 3 orientations essentielles. 1. La pérennisation d'un système par répartition garanti à taux plein à partir de 40 ans de cotisation pour tout le monde. L'âge légal serait de 60 ans, même si c'est la durée de cotisation qui fait vraiment sens. 2. La chasse à la mauvaise dépense publique pour cesser de tailler dans la bonne dépense publique. Je parle de l'immigration, des baronnies locales liées à une décentralisation excessive, du coût du budget de l'Union européenne, du coût faramineux des plans de renflouement de l'euro, de la fraude sociale massive. Et 3, changement radical de politique économique pour relancer le seul carburant viable du financement des retraites, la croissance et l'emploi. La réforme qui s'annonce ne sera pas une réforme Hollande ou une réforme Hérault. Elle sera une réforme Bruxelles, dictée par l'Union européenne à la France et mise en application docilement et servilement par François Hollande et Jean-Marc Ayrault. S'il avait été réélu, Nicolas Sarkozy aurait, au même moment et de la même manière, mis en place exactement la même réforme pour répondre aux mêmes exigences des fous de l'Europe. On le sait déjà. Cette énième réforme consisterait essentiellement à précariser encore davantage les retraités et à allonger encore la durée de cotisation pour la passer à 43 ou 44 ans. Ça veut dire qu'on terminera à 67, 8, 9, 70, 72, ça dépendra évidemment de l'âge auquel on aura réussi à trouver un emploi, on sera rentré dans la vie active en tenant compte des maternités et autres. L'âge légal de départ ne sera peut-être pas touché pour le symbole d'un gouvernement qui se veut de gauche, mais il n'a plus aucune signification à partir du moment où la durée de cotisation nécessaire devient si longue. Cette nouvelle réforme sera une nouvelle escroquerie. Je le rappelle, la France a déjà connu 3 grandes réformes des retraites depuis 1993. 93 Balladur, 2003 Fillon, 2010 Fillon bis, consistant déjà à allonger la durée de cotisation nécessaire sans effet réel sur les déficits. En 2017, selon le Conseil d'orientation des retraites, il devrait atteindre 18 milliards d'euros et plus de 20 milliards en 2020.
l'allongement sans fin de la durée de cotisation. La précarisation des retraites sont en réalité une des pièces du puzzle ultralibéral que l'Union européenne et le FMI imposent à notre pays pour les faire entrer dans les clous de la mondialisation sauvage. En bons petits soldats de la Commission de Bruxelles, PS et UMP s'exécutent le doigt sur la couture du pantalon. Et on recommence tous les 3 ans. Cette voie imposée à la France et à nos pays européens est une voie sans issue. Une escroquerie qui consiste à gérer la pénurie, à imposer l'appauvrissement, la précarité et l'austérité au lieu de chercher les véritables solutions. Ces solutions passent bien évidemment par la création de valeur, c'est-à-dire la croissance et l'emploi. Et ces solutions supposent bien sûr de revoir de fond en comble notre politique économique et sociale pour permettre justement la croissance et l'emploi. C'est le sens de la politique de réindustrialisation que je préconise, via des frontières économiques intelligentes, droits de douane ciblés contre la concurrence internationale déloyale dans le domaine de l'industrie, de l'agriculture et des services. C'est la politique monétaire qui doit redevenir une arme pour soutenir nos exportations. On devrait regarder un peu du côté de ce que fait le Japon, ça marche très bien d'ailleurs, pour soutenir nos exportations via la fin de ce boulet nommé euro. C'est le patriotisme économique au bénéfice de nos artisans, commerçants, PME, PMI françaises, orchestré par un État stratège réarmé face à la mondialisation sauvage. C'est le sens de cet appel que je lance à la fin de l'Union européenne, en tout cas à la fin de l'Union soviétique européenne, telle que nous la connaissons. Je demande aux Français de ne pas se laisser prendre au piège de ces fausses réformes des retraites qui sont le faux-nez de l'austérité imposée à notre pays par l'Union européenne et le FMI. Aujourd'hui, les retraites. Hier, la flexibilité imposée au marché du travail, elle-même dictée par la même Union soviétique européenne à l'UMP et au PS, et demain, une nouvelle hausse des taxes et de la TVA. Cette hyper-austérité, notamment en matière de retraite, n'est pas une obligation. Contrairement à ce qu'on nous raconte partout, elle n'est pas une fatalité. Et je dis aux Français, refusez le chemin tracé par Bruxelles et suivi scrupuleusement, sans réfléchir, par l'UMP et le PS depuis des années. Prenez un autre chemin, le seul qui soit celui de l'avenir. Voilà sur ces 2 sujets d'actualité qui sont des sujets absolument essentiels et qui démontrent d'ailleurs pour les deux la proximité idéologique qui existe tant sur le problème de la sécurité que sur le problème des retraites entre l'UMP et le PS. J'ai exposé ce matin lors d'une émission que M. Copé ne devrait pas faire une grande manifestation contre Hollande le 26 mai, mais plutôt une grande manifestation pour Hollande, puisque cette réforme des retraites, il la plaidait, il l'espérait à l'UMP, elle est faite par le PS, donc je ne vois pas bien ce que l'UMP a contre le Parti socialiste. De la même manière, dès qu'il s'agit de mettre en cause Mme Merkel, l'UMP monte au créneau. Comment Mme Merkel est merveilleuse, sa politique d'austérité, c'est très bien, il faut réduire les déficits, il faut réduire les services publics. On ne voit donc vraiment pas pourquoi M. Copé repeint M. Hollande tous les matins en vert, puisque, encore une fois, il pourrait participer très facilement, je veux dire, à ce gouvernement socialiste sans que personne, en l'occurrence, n'y voit que du feu. Quant à M. Valls, il ressemble quand même énormément et de plus en plus à Nicolas Sarkozy quand ce dernier était ministre de l'Intérieur. On ferme les yeux, même en les ouvrant d'ailleurs, on a du mal à voir la différence en l'occurrence. Les mêmes agitations, les mêmes grands discours et blablabla et blablabla. Ça ne peut plus durer, ça ne peut plus durer, ça ne peut plus durer. Et on a de la même manière de la casse, des émeutes, des victimes. On a des forces de l'ordre à qui on dit « repliez-vous vite » parce qu'il ne faut surtout pas qu'on ait le syndrome Malik Oussekine et qu'il y ait un émeutier qui se casse un ongle lors d'une arrestation, et bien les mêmes causes entraînant les mêmes effets. Tout cela consiste en une véritable politique d'incitation au renouvellement de l'insécurité. C'est sûr que quand ça se passe au Trocadéro, c'est en termes d'image plus ennuyeux que quand ça se passe à Villiers-le-Bel. C'est peut-être plus voyant, ça passe à la télévision, etc. Alors ça crée un peu plus d'agitation, mais en réalité, les mécanismes et les phénomènes sont exactement les mêmes que ceux que l'on a vus, encore une fois, durant les 10 années Sarkozy, ces 5 années
de ministère de l'Intérieur et ses 5 années de présidence de la République. Le problème, c'est que lorsque l'on ne règle pas ces problèmes, eh bien, ils ont une tendance absolument naturelle à croître, à embellir et à donner à ceux qui se rendent coupables de ces événements une sorte de sentiment absolu, un sentiment absolu d'impunité, hein, qui les pousse évidemment au renouvellement de ce type d'exaction. Voilà, mesdames, messieurs, pour cette actualité du jour. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, qu'elles touchent d'ailleurs à la Fédération des Yvelines. Philippe Chevrier est bien sûr aussi à votre disposition si vous voulez l'interroger sur l'organisation des futures municipales. Nous sommes très avancés, particulièrement, il faut bien le dire, ici dans les Yvelines, puisqu'il y a déjà près d'une quinzaine d'investis ou de candidats sur le point d'être investis. À 1 an des municipales, c'est assez spectaculaire de voir cette avance qui est prise par notre mouvement dans l'organisation de ces élections dont vous savez tous que nous y accordons une importance toute particulière. La première question porte sur les petites entreprises et les marchés publics. Alors vous posez beaucoup de questions en une. J'ai été outré, je vous le dis clairement, hein, d'entendre M. Montebourg oser plaider pour la mise en œuvre de ce que j'appelle moi ce patriotisme économique, hein, qui consiste à ce que l'argent public, via les marchés publics, aille évidemment aux entreprises françaises. Il a plaidé cela en disant « Ah oui, il y a un petit verrou européen ». J'ai dit qu'il voyait le verrou petit parce qu'il était loin. Parce que le verrou, il est énorme. C'est une interdiction pure et simple. Et nous le savons. Il est interdit par l'Union européenne de donner un avantage aux entreprises françaises dans le cadre des marchés publics. Voilà. C'est une interdiction. Ah, mais c'est strictement interdit, voilà, de donner un avantage aux entreprises françaises. C'est ainsi. Françaises. Voilà, moi, ce qui m'importe, c'est l'emploi en France. Moi, je ne vise pas à être présidente de l'Europe. Hein. Je pense que la politique doit être faite au niveau, et le patriotisme économique doit être mis en œuvre au niveau de la France. Donc, c'est interdit par l'Union européenne. Il y a donc là une hypocrisie inouïe de la part de l'UMP et du PS, quand même. Inouïe. Car s'ils étaient un minimum honnêtes, ils oseraient dire « Nous avons mis en œuvre, voté, et donc, nous vous imposons l'interdiction de faire travailler en priorité les entreprises françaises dans les marchés publics. » Et c'est si vrai qu'en Île-de-France, moi je m'en souviens quand j'étais conseiller régional d'Île-de-France, eh bien le conseil régional d'Île-de-France avait pris la décision de ne plus acheter les voitures dans le cadre du parc de voitures du conseil régional, mais de les louer justement pour pouvoir passer outre cette interdiction européenne. Donc, moi, je suis pour faire sauter cette interdiction européenne, pour ne pas la respecter et pour donner un avantage. Mais je vous signale que, par exemple, au niveau du conseil régional, nous avons déposé une motion au conseil régional, là pour le coup du Nord-Pas-de-Calais, mais vous auriez le même résultat dans tous les conseils régionaux de France, en disant, pour contourner cette interdiction européenne qui permet de faire travailler les PME, PMI françaises, nous vous demandons de monter au maximum les critères d'attribution liés au respect environnemental, c'est-à-dire la taxe CO2, hein, ce qui évite les transports venant de l'étranger. Donc plus il y a une proximité, plus il y a un nombre de points importants dans les critères, et le critère social, qui est le maintien ou la création d'emplois. Eh bien, cette motion a été rejetée par l'ensemble des groupes politiques du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, UMP, UDI, communistes, socialistes, ils ont tous, et Verts, ils ont tous voté contre. Alors, je remarque qu'il y a, encore une fois, un gouffre entre les discours qui sont tenus à la télévision de soutien à l'emploi français et la réalité de ce qui est fait dans les instances qui devraient pourtant, puisqu'elles ont entre les mains de l'argent public, faire bénéficier évidemment les TPE, PME, PMI françaises dans l'accès au marché public. On a bien vu d'ailleurs que bien souvent les marchés publics sont globalisés. Comme ça, seules les très grandes entreprises peuvent venir déposer des dossiers. Donc on a demandé le décloisonnement, bien souvent, pour permettre à des TPE, à des PME, à des PMI de pouvoir intervenir. Mais évidemment, ça n'est pas fait. On se pose d'ailleurs toujours la question de savoir pourquoi. Donc, moi,
moi, je plaide pour justement que l'on se libère de cette interdiction exposée, soumise et imposée à la France par l'Union européenne, mais je plaide aussi pour que les électeurs en tirent les conséquences et arrêtent de voter pour des partis politiques qui ont construit ce véritable scandale. Et vous avez raison de dire que je ne vois pas comment, enfin moi dans ce que je vois passer, croyez-moi, il n'y a pas 28% des marchés qui sont accordés à des TPE, des PME ou des PMI. Deuxième question, le Paris Saint-Germain et la dissolution des groupes de supporters. Ils sont déjà dissous, monsieur. Les groupes de supporters ultra sont déjà dissous. Bah écoutez, si, en tout cas, ceux dont on parle, oui. Bon, ils ont... Non mais d'accord, à Lyon, mais on n'était pas à Lyon, là, on était à Paris. Bon, déjà, bon, on parle du PSG. Écoutez, monsieur Mest, moi je veux bien, j'ai bien compris qu'on était dans une grande opération de diversion là, depuis ces affaires, entre l'UMP qui nous a parlé de l'échafaudage pendant 2 jours, et alors l'échafaudage, il y avait un échafaudage, il fallait pas qu'il y ait d'échafaudage. Bon, il ne m'apparaissait pas quand même que le problème essentiel de ce qui s'est passé lundi soir, c'était le problème de l'échafaudage. Mais eux, oui, c'était leur problème essentiel. On avait la boîte à outils du PS, là on a l'échafaudage de l'UMP. Et bien avec ça, on ne va pas aller loin. Bon, la réalité c'est que les groupes ultra ont été dissous déjà depuis longtemps et que même le ministre des Sports a indiqué, je crois ce matin sur e-télévision ou sur LCI, je ne sais plus, excusez-moi pour cette imprécision, qu'il ne s'agissait pas de supporters. Voilà. Il ne s'agissait pas de supporters. Il s'agit de bandes de racailles qui arrivent de banlieue pour effectuer des razzias dès qu'il y a un événement festif, quelle que soit la nature de cet événement festif. Là, il se trouve que c'était du foot, mais la dernière fois, c'était une opération au Champ de Mars, je ne sais plus quoi, ou je ne sais quel opérateur téléphonique offrait je ne sais quel cadeau, et on a assisté exactement aux mêmes scènes. Tout cela a été totalement minimisé par le ministre de l'Intérieur, d'une manière d'autant plus scandaleuse qu'on l'avait vu un mois avant prendre des accents absolument effrayés en parlant de la manif pour tous. Certes, il y a eu quelques incidents, mais enfin, de ce qu'on a vu, excusez-moi, en termes d'image, les incidents n'avaient absolument aucune commune mesure en termes de violence. Pardon ? Mais monsieur, qui n'avait aucune commune mesure avec ce qui s'est déroulé lundi soir. Aucune commune mesure. Bon, alors qu'il y a eu des centaines de milliers de gens dans la rue à de multiples reprises. Aucune commune mesure avec ce qui a été déroulé, des manifestations avec, alors je ne vais pas rentrer dans la bataille des chiffres parce que ça m'agace, avec des centaines de milliers de personnes, il n'y a eu absolument aucune casse. Bon ben voilà, donc ne se racontons pas d'histoire, on a déjà l'UMP et le PS pour le faire, on a sûrement un certain nombre de journaux, monsieur Mestre, qui le feront également, mais moi mon rôle c'est de dire ici la vérité, voilà, celle que personne n'ose dire. Alors je la dis très simplement, très tranquillement, et avec une très bonne conscience, parce que je crois que beaucoup de Français ne sont pas dupes des opérations de désinformation auxquelles ils ont assisté depuis maintenant 48 heures. D'abord, je vais vous dire une chose. Un certain nombre un très grand nombre, même dirons-nous, de ceux par exemple qui ont été arrêtés avec des casiers longs comme le bras. Ça veut dire que leur place, c'était pas dans un lieu festif, c'était en prison. Vous voyez, ça c'est un bon moyen d'éviter qu'ils soient là. Vous voyez, c'est qu'ils fassent leur peine déjà. Pardon ? Ah, s'ils avaient purgé, ben vous êtes bien informés, vous. Mais ils ne peuvent pas les purger, monsieur Mestre, puisque 90% de ceux qui sont condamnés à moins de 2 ans de prison ferme n'effectuent pas leur peine. Et c'est bien le problème, d'ailleurs, du signal qui est donné de laxisme dans notre pays. Bon, voilà. Moyennant quoi, lorsque on a un service de renseignement qui fait correctement son travail, on sait pertinemment que les bandes vont descendre. Sur Paris, et on le savait d'autant mieux que la veille il y avait déjà eu des incidents sur les Champs-Élysées. Ben, dans ces cas-là on les bloque, voilà, c'est ce que font les forces de l'ordre en toutes circonstances lorsqu'il y a des événements tels que cela, parce que moi la technique consiste à dire c'est pas possible, voilà, mais de toute façon on peut rien faire, rien n'est possible, voilà, il faut arrêter le jeu, c'est pas possible. Il faut les frontières, c'est pas possible. Arrêter l'immigration, c'est pas possible. Mettre les voyous en prison, non mais c'est pas possible. Ben rien n'est possible. Eh ben si tout est possible. Voilà. Le tout c'est de le vouloir et d'avoir le courage de le faire. Donc moi je dis aujourd'hui tout est possible.
y compris d'éviter ce type de dérive. Voilà. Et il est sûr que le Trocadéro n'était pas l'espace le mieux adapté, mais évidemment, comme l'UMP et le PS sont en permanence à plat ventre devant le Qatar, personne n'a osé dire non à l'émir du Qatar, qui avait émis le désir en forme d'ordre, car c'était quasiment cela, de pouvoir avoir sa belle affiche avec la tour Eiffel derrière. Voilà. Donc l'UMP et le PS, à plat ventre, n'ont rien dit, ni les maires des arrondissements UMP, ni le ministère de l'Intérieur, puisque l'émir du Qatar semble avoir dans notre pays tous les droits. Troisième question, la récession arrive en France. Je croyais que vous alliez me parler de l'échafaudage. J'ai eu peur. Oui, c'était prévisible et nous l'avions prévu. Nous pouvons avoir la médaille de meilleur économiste de France pour l'année 2012 et de meilleur économiste de France pour l'année 2013, puisque nous avons été les seuls, très en amont, à prédire que la croissance serait de 0 en 2012, et je vous annonce d'ores et déjà qu'elle sera autour de moins 0,3 en 2013, donc très inférieur aux chiffres qui sont, comme d'habitude, donnés par le gouvernement. Les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Par conséquent, cette récession était parfaitement prévisible, et il est prévisible que la situation va s'aggraver sur le terrain de l'emploi, il est prévisible que la situation va s'aggraver sur le terrain des chutes et des défaillances d'entreprises, car nous amorçons une très grave crise de la consommation, qui est la conséquence de la politique de fiscalisation, d'augmentation des taxes et d'austérité qui est imposée à la France. Or, quand on est commerçant, quand on est artisan, quand on est entrepreneur, si on n'a plus de clients, parce que les clients n'ont plus de pouvoir d'achat, on ferme boutique. Donc nous sommes engagés dans un cercle vicieux qui est en train de prendre de la vitesse et qui est en train de détruire les fondements de notre économie, et donc, par définition, les fondements de nos équilibres financiers, car tout à fait évidemment, et encore une fois, ça n'a même pas besoin d'avoir fait ni l'ENA, ni HEC, ni même la première année de l'un ou de l'autre pour le comprendre. Plus d'impôts, donc plus d'austérité, ça entraîne évidemment moins de pouvoir d'achat. Moins de pouvoir d'achat, ça entraîne moins de consommation, donc ça entraîne plus de chômage, plus de défaillance d'entreprise. Ça entraîne donc moins de recettes pour l'État, moins de recettes, plus de déficit, plus de déficit, plus de dettes. Et on repart dans le cercle vicieux. Donc cette situation, qui est très grave, va continuer à s'aggraver. Et ce qui est dramatique, c'est que demain, François Hollande va, pour toute probablement solution, nous indiquer qu'il faut continuer comme cela. Et pourtant, nous avons des exemples sous nos yeux. La Grèce, l'Espagne, le Portugal, sous nos yeux, la même politique a été appliquée, les mêmes délais ont été donnés par l'Union européenne, les mêmes contreparties ont été réclamées, dérégulation du travail, ouverture de professions entières à la concurrence, privatisation, vente de participation de l'État, réforme des retraites, et pourtant, la situation n'a eu de cesse de s'aggraver. L'Espagne a atteint, je crois, 27% de taux de chômage. Je l'avais dit il y a déjà de très nombreux mois, la France est dans le même escalier que la Grèce, il n'est pas encore au même étage, mais nous continuons à descendre imperturbablement. Nous rejoindrons donc évidemment ces pays-là au rez-de-chaussée auquel l'UMP et le PS nous aura amenés. Quatrième question, les retraites. Oui, oui, mais Monsieur Bambino, vous qui aimez beaucoup surfer sur le site du Front National, vous trouverez les chiffres qui ont été effectués, le chiffrage qui a été effectué dans le cadre des élections présidentielles. Vous trouverez ce chiffrage très précis sur le site du Front National. Mais je voudrais quand même que vous preniez conscience qu'aujourd'hui, pour des gens qui ont 25 ans, 30 ans, réussir à avoir 40 annuités pleines, ce sera déjà un tour de force. Et personne ne sait au moment où nous nous parlons à quel âge les Français arriveront à avoir accumulé ces 40 années de cotisation pleine.
compte tenu du taux de chômage chez les jeunes, c'est-à-dire du taux d'accès au premier emploi, compte tenu de l'allongement du temps d'études, dont on se pose d'ailleurs plus la question, puisqu'on a bien compris qu'on allonge presque artificiellement les études aujourd'hui pour que justement ces jeunes ne rentrent pas trop tôt sur le marché du travail. Eh bien probablement déjà les Français auront le plus grand mal à avoir ces 40 annuités au bout de 68 ou 69 ans. Par conséquent, il y a un seuil au-delà duquel il est déraisonnable d'envisager encore l'allongement du délai de cotisation. Je sais bien que le MEDEF, l'UMP, le PS nous enferment dans ce que j'appelle le triangle des Bermudes des retraites, d'espèces de cadres dont on ne peut pas sortir intellectuellement. C'est ou l'augmentation des cotisations, ou la baisse des pensions, ou l'augmentation de la durée des cotisations. Eh bien moi je dis qu'avant de demander des sacrifices aux Français, il faut déjà arrêter le gaspillage. Il faut arrêter de subvenir aux besoins de la terre entière, il faut arrêter d'accueillir les Roms clandestins sur notre territoire et les loger, il faut arrêter d'accorder des allocations familiales au monde entier pour peu qu'on ait la gentillesse de bien vouloir les réclamer. Et je vous signale, Monsieur Bambino, par ailleurs, qu'une décision vient d'être prise et imposée par l'Union européenne qui nous obligera à accorder les allocations familiales, y compris pour les enfants à ceux qui sont sur le territoire national étranger, y compris pour les enfants qui ne sont pas sur le territoire national. Alors là, croyez-moi, ça va donner en termes de finances publiques. Bon, voilà. Donc arrêtons déjà tout cela, luttons véritablement contre la fraude sociale. On attend toujours la carte verte biométrique d'ailleurs, la carte vitale biométrique. Ça aurait été intéressant quand même. Voilà un investissement qui aurait été utile pour lutter contre la fraude sociale. Et croyez-moi, arrêtons de verser 7 milliards de pure perte à l'Union européenne chaque année. Arrêtons de verser 50 milliards d'euros d'intérêts aux marchés financiers, de continuer à aller emprunter auprès des marchés financiers. C'est juste, encore une fois, 50 milliards de plus qui pourraient être économisés. Donc de l'argent, il y en a. Mais il faut arrêter de le gaspiller et de le dépenser pour des raisons idéologiques. Et puis nous ferons le bilan lorsque nous aurons arrêté et fait toutes ces bonnes économies. Eh bien, nous regarderons quels sont les sacrifices qui doivent encore être demandés aux Français. Si ça se trouve, il ne sera même pas utile de leur en réclamer. 5e et dernière question, le secteur automobile. Je remets en place un protectionnisme intelligent à nos propres frontières. Je crois qu'on a fait le tour. Tous ceux qui ont vendu un protectionnisme européen, au-delà du fait qu'ils continuent à vendre du vent, parce que si on se penche un tout petit peu sur l'idéologie qui préside à la Troïka, on se rend bien compte que jamais ils ne mettront en œuvre un véritable protectionnisme européen. Ils ne l'ont pas fait hier, ils ne le font pas aujourd'hui, ils ne le feront pas demain, car c'est contraire à l'idéologie du libre-échange total et de l'ultralibéralisme. Bon. Mais même si on pouvait encore croire à ces chimères, et à un retournement idéologique de l'Union européenne, on s'apercevrait effectivement qu'aujourd'hui la concurrence internationale déloyale, elle est aussi intra-européenne et que par conséquent ce protectionnisme européen ne nous préserverait pas de la concurrence internationale déloyale que subissent les fruits et légumes de la part de l'Espagne, de l'effondrement du bâtiment dans le sud-ouest parce que la concurrence espagnole qui est beaucoup moins taxée vient solliciter avec un certain succès les marchés, que l'Allemagne utilise des travailleurs à très bas coût venant d'Europe de l'Est et notamment dans l'agroalimentaire, faisant s'effondrer nos secteurs agricoles. Et pour l'automobile, il en est exactement de même. Moi aussi, j'ai regardé avec une certaine désespérance M. Montebourg aller se féliciter inaugurer des usines au Maroc, en Algérie, et devenant ainsi le ministre du redressement productif du Maroc, quoi. Et considérant que les disparitions d'emplois en France étaient quelque chose, somme toute, de la part de Renault, d'assez naturel et absolument pas contestable. Bon, le patriotisme économique, il va aussi passer, si vous voulez, par
une suppression de l'intérêt qu'ont les sociétés à délocaliser. Parce que c'est ça aussi le problème. Tant que les entreprises auront un intérêt à délocaliser, augmenteront leurs marges en délocalisant et en continuant d'ailleurs à réimporter leurs produits en France pour les vendre, parce que c'était ça la grosse arnaque. L'arnaque, c'était comme la Dacia. On nous a dit, ah non mais on va la fabriquer en Europe de l'Est, mais parce qu'en fait, c'est pas du tout pour le marché français. Et puis il se trouve que c'était véritablement pour le marché français. Et que donc voilà une voiture fabriquée à l'étranger qui fait de la concurrence à nos propres travailleurs dans l'automobile. Je veux dire, on est dans un monde ahurissant, voilà, on marche sur la tête. Il faut donc revenir à un cercle vertueux, et ce cercle vertueux, il passe par le fait de supprimer tout intérêt aux entreprises à la délocalisation. Vous voulez délocaliser, c'est votre problème. Mais le chômage que vous avez créé en France en délocalisant, eh bien, vous contribuerez à son subventionnement par l'intermédiaire des taxes d'importation que nous vous imposerons lorsque vous repasserez la frontière dans le sens inverse. Je n'ai plus qu'à vous remercier.